Ma petite Marie, on va y aller, hein. On va travailler. Bisous Marie. Allez, à ce soir. Mais là, c'est le départ de la journée. Je me lève quand Franck vient en général. Il vient me faire un petit bisou. Et après, je descends pour le petit déjeuner. Je descends en général déjà avec le sac, le manteau, juste prête à partir. Et après, je m'en vais au CAT. Je vais dans 2 ateliers en même temps. C'est-à-dire que je fais de la poterie et de la soie. Bonjour, je m'appelle Kevin Granger, je suis à l'entraide depuis septembre 2009 et je suis en studio à Vichy depuis avril 2013. Donc je vais vous présenter mon studio. Donc là on a le coin cuisine. Donc là on se fait à manger donc le soir. Les éduques mangent avec nous une fois par semaine. Ça tient un peu compagnie parce que tout seul, moi j'ai pas trop l'habitude de manger tout seul. Donc je fais mes courses le mercredi après-midi et je fais mon ménage et mes machines à tourner les mercredis après-midi. Les courses avec un éducateur accompagné et sinon le ménage tout seul. C'est à nous de s'organiser pour faire le ménage. L'entraide universitaire, puisqu'on est au 60e anniversaire, a été créée en 1954 par des militants syndicalistes, Lucie Nouette et de Montbréard, pour lesquels il fallait répondre à l'éducation de ces jeunes qui étaient en difficulté sociale, personnelle ou qui étaient marqués, à l'époque on parlait du handicap. Donc ils ont créé l'association Entraide universitaire. Parce qu'ils pensaient que tout enfant, tout adolescent, même voire adulte, est bien éducable, quelle que soit la nature de ses difficultés ou de son handicap. Alors là, il faut savoir qu'il y avait eu un grand débat à cette époque. C'est que l'État lui-même fasse appel à un certain nombre d'associations, comme l'entraide universitaire et autres, qui deviendraient prestataires. Alors c'est cette solution qui avait été arrêtée en 1954. Donc l'entraide universitaire, à cette époque-là, a été reconnue comme, prestataire du service de l'État en matière de handicap. Et là, c'était un combat. Et à partir de ça, ils y ont répondu en créant bien sûr des structures, des équipements, des établissements, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait connaître cette problématique qui était peu connue en France, puisqu'avant on en parlait très peu, les parents n'osaient pas toujours parler des enfants en difficulté. Et puis au fil du temps, nous avons continué. Les militants bénévoles se sont succédés dans les bureaux, les conseils d'administration. Nous pensons que la personne en situation de handicap est avant tout citoyenne. C'est-à-dire qu'elle fait partie de la cité, mais on doit les aider pour qu'ils s'intègrent mieux. Au niveau de l'école, au niveau de la culture, au niveau des transports, à tout niveau. C'est la démarche en 2014, comme ça l'était en 1954, de l'entraide universitaire. Tout simplement, nos valeurs sont les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, solidarité. Ces valeurs éthiques que nous portons, ils sont partagés par l'ensemble des salariés. Et je crois que c'est une force de l'entraide. Je suis très émue, dans le cadre des 60 ans, de parler de Lucie Nouette. Donc Lucie Nouette, elle était institutrice dans les années 60 et après, elle a créé des œuvres sociales à la MAE, la Mutuelle Accident Élèves, et après à l'entraide universitaire. Son souci, c'était les élèves et les enfants, les adultes en difficulté, c'est leur rendre la citoyenneté à part entière. Et moi, elle m'a fait la directrice que je suis aujourd'hui. Elle m'a transmis ses valeurs humanistes et sa ténacité. Elle était présente avec nous dans les établissements, dans les réunions. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas, peut-être le coaching, mais elle, c'était un très bon coach. Lucie Nouette, ce qu'elle aurait apprécié au Café Cygne, c'est la rencontre des différences, l'ouverture vers l'extérieur. C'est ça qu'elle voulait, qu'on participe à la vie de quartier. Donc c'est sûr qu'elle aurait beaucoup apprécié ce lieu. Nos financeurs tendraient ou souhaiteraient nous mettre vraiment sur des rails, voyez-vous, que l'on réponde strictement et qu'on s'arrête là.
Nous, au niveau de l'entraide, nous avons toujours en permanence cet esprit d'invention. Parce que moi, on considère que les lois, c'est l'aboutissement de quelque chose. Quand ça mûrit dans la société, ça la mûrit et la loi arrive. Mais il faut un point de départ, et je crois que l'entraide se situe à ce point de départ. Tant par l'effet de reprise d'établissements qu'on nous a proposés que par la volonté d'en créer d'autres, dans une pluralité d'actions. Tout ça a fait qu'actuellement nous sommes compétents sur 17 champs. Ça veut dire que nous traversons déjà les domaines du sanitaire, du social et du médico-social, que nous avons affaire à des interlocuteurs et des autorités différentes, l'État, les départements, les caisses primaires d'assurance maladie, et que nous travaillons également sur tous les âges d'une vie humaine. Et puis par ailleurs, une pluralité également de profils de personnes qui sont prises en charge au niveau des atteintes, la déficience intellectuelle, les atteintes psychiques, les atteintes sensorielles, et puis également le travail aussi auprès d'enfants autistes. Il y a 60 ans, il fallait l'esprit pionnier, tout le monde était dans le même établissement, quelque atteinte qui soit présentée. Maintenant, on a quand même une organisation médico-sociale qui est quand même assez bien faite, avec du diagnostic, du dépistage, bien entendu, de plus en plus précoce, ce qui n'existait pas il y a 60 ans, avec des maisons départementales de la personne handicapée qui peuvent accueillir, orienter, conseiller, etc., et avec des professionnels qui sont de plus en plus et de mieux en mieux formés. Vous êtes au CAMS Janine Lévy, le centre d'action médico-sociale précoce, donc qui accueille des enfants de 0 à 6 ans. Les enfants viennent en séance et sont accompagnés par leurs parents et sont à côté de ça socialisés dans différents lieux ou scolarisés. Nous avons des enfants qui sont pour certains porteurs de handicap dans le champ de la déficience, avec des troubles du comportement, avec une partie des enfants qui ont des infirmités motrices cérébrales, des enfants qui sont porteurs de difficultés sensorielles puisque nous avons un pôle des troubles de l'audition. Et enfin, un autre service qui intervient auprès de grands prématurés qui se situent dans les locaux de l'hôpital Trousseau avec un accompagnement auprès du bébé et des parents qui démarrent dès le service de néonat ou en service de réanimation et qui accompagnent les enfants jusque leurs 3-4 ans. Le CAMS, quand même, Janine Lévy a la particularité d'être le premier CAMS qui a été créé en France. Il a été ouvert par Janine Lévy en 1972, alors même que le décret d'ouverture des CAMS est de 1976. Et elle avait cette phrase qu'elle disait « Les CAMS, finalement, c'est pour les parents, mais on ne le dit pas », qui résume assez bien le travail qui est fait ici, puisque quand les parents arrivent, ils arrivent évidemment dans des couleurs émotionnelles très diverses, avec pour certains des effondrements, pour d'autres de la colère, de la tristesse. Et c'est ça qu'on accueille. Mais les premières personnes à sécuriser sont les parents. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, il y a un trou. On savait depuis la grossesse qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Et puis finalement, elle a été dépistée assez vite, parce qu'on a su, elle avait 3-4 mois, qu'elle avait le syndrome de Williams. Ce qui a permis d'être pris en charge médicalement déjà, puis ici aussi qu'on démarre très vite. C'est un fou, hein. De semaine en semaine, on voit l'évolution de Mathilde très, très nettement. Et on voit ce qu'elle essaye de faire, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle n'a pas envie de faire aussi. Elle va 2 demi-journées par semaine dans la garderie. Ça a pas mal contribué à son évolution. Tiens, assieds-toi. Nous avons tout un pan du travail en CAMS qui est d'accompagner les structures d'accueil petite enfance dans l'accueil de l'enfant qui peut avoir des besoins. La grande force d'un CAMS, c'est l'équipe pluridisciplinaire où ce monde-là est extrêmement important, chacun à sa place. Vous êtes à l'IME de Chevreuse, c'est un institut médico-éducatif.
Ce type d'établissement accueille habituellement des enfants handicapés, quel que soit le type de handicap. Mais ici à Chevreuse, la spécificité, c'est que nous avons des enfants qui sont soit sourds-aveugles, soit qui ont un déficit visuel et ou auditif associé à d'autres troubles. L'encadrement est plus important, c'est une équipe pluridisciplinaire très complète. Et on a également un encadrement éducatif important puisque nous avons des enfants qui proviennent d'autres départements avec des transports qui sont assez longs et donc du coup on a un internat pour pouvoir les accueillir. Mettre le parfum pour sentir bon. Ça va bien. Ça c'est pareil. Les outils de communication, l'équipe a développé un savoir-faire par rapport à cette question puisque les enfants sont soit sourds et auquel cas on peut peut-être utiliser la langue des signes, soit aveugles ou très malvoyants, auquel cas on va aller plutôt sur des aides visuelles, soit les deux handicaps associés, auquel cas la communication dès la naissance est particulièrement difficile à mettre en place. Et souvent ce sont des enfants qui ont subi une pathologie depuis leur toute petite enfance, voire avant la naissance, et de ce fait ils naissent sans moyen de communiquer avec l'extérieur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et la danse est terminée. On va jouer au ballon toutes les trois. Tous les trois. Mohamed, maman et Sylviane. Allez. La spécificité de l'IME, c'est aussi d'avoir des enfants tout petits, entre 0 et 6 ans, pour aider les familles à appréhender et à avoir quelques moyens aussi de répondre aux besoins éducatifs particuliers. Au-delà de l'IME, on est amené à rechercher des établissements spécialisés pour adultes. Il y a aussi quelques structures qui accueillent des adolescents ou des plutôt jeunes adultes sourds-aveugles. Un lapin venir à lui et frapper ainsi. La mission des ITEP est d'accueillir des enfants qui sont d'intelligence normale, mais qui présentent des troubles du comportement, qui les inscrivent dans ce qu'on appelle un processus handicapant, qui donc les empêche de suivre un circuit de scolarisation et de socialisation ordinaire. On met en place un dispositif, soit en internat, soit en semi-internat, soit en séquentiel, c'est-à-dire à temps partiel on va dire, permettant de travailler avec eux sur 3 plans, le plan du soin thérapeutique, le plan de la scolarisation pédagogique et le plan de la socialisation éducative. D'où le nom ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Mon lit, il y a mon bureau où je travaille dessus, et après il y a mon armoire où je range mes vêtements. On est en total 10 sur le couple. On est 2 par chambre, plus l'éducateur, ça fait 14. On essaye au maximum de proposer aux jeunes des expériences en milieu ordinaire, de manière à ce que, dans le futur, on puisse retrouver une vie sociale ordinaire. Pour que ce soit possible, le meilleur moyen, c'est qu'en effet, ils aient acquis un diplôme, donc c'est un diplôme de niveau 5 auquel ils sont préparés, c'est-à-dire un CAP. On prépare et on est centre d'examen pour la métallerie et la chaudronnerie. Ils ont des stages à faire, donc les professeurs, les éducateurs nous disent, ils appellent ici au secrétariat si on a une place de libre, et on a toujours une place de libre, je les prends tout le temps ces jeunes. Avec les anciens, ils apprennent mieux à travailler, je pense. Parce que quand ils viennent ici, ils travaillent presque tous bien. Et quand ils retournent au château, ils disent « Oh, il est turbulent ». Moi, je les sens pas. Ici, ils sont sages et ils travaillent. Je pense que quand ils viennent ici, ça les rassure. Ça leur fait prendre le bon chemin. Petit à petit, j'ai commencé à faire des pièces. Les profs commençaient un peu à me valoriser, à me dire que c'était bien. Je commençais à prendre goût au métier. On est content, donc on a envie de continuer. On trouve un peu notre domaine. Après le CAP, je vais sûrement continuer vers un bac pro. J'aimerais bien aussi continuer dans la ferronnerie d'art. Pour moi, je vais en cours normal en fait. Bon, l'internat, c'est un peu plus difficile parce qu'on ne rentre pas chez nous, on n'est pas chez soi et tout, on est en collectivité tout le temps. Mais j'ai eu l'habitude parce que j'étais en maison d'enfants à l'âge de 7 ans. Ma mère, elle est contente et tout, parce que je travaille bien.
Je veux dire, quand on est dans un lycée ou un collège normal, le prof, on ne connaît pas plus que ça, on le connaît dans le métier. Mais qu'avec les éducateurs et les profs, on les connaît un peu plus parce qu'on parle bien avec eux, ils sont vraiment là pour nous. Et ouais, c'est cool parce que on les connaît et ils nous connaissent. On rigole ensemble, on travaille et tout, et c'est cool. Ils sont là, ils nous aident vraiment. On voit que quand on n'y arrive pas, on voit qu'ils sont déçus et que quand on y arrive, ils sont contents. Et ça, ils sont contents, donc nous, on est contents aussi. Donc on agit dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc nous accueillons des jeunes de 3 à 21 ans, selon les services, qui nous sont confiés soit par l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre d'un accueil provisoire, là, ce sont des parents qui font appel au service de l'aide sociale parce qu'ils sont dépassés un peu par leurs enfants, soit par les juges des enfants qui nous sont confiés, qui peuvent nous confier les enfants directement, puisque nous sommes habilités. Et donc on accueille les enfants de ce type-là, en grande difficulté sociale la plupart du temps. Alors il y a différents types d'accueil chez nous. L'internat, qui se divise lui-même en différents types de modalités d'accueil. Alors, l'internat, on a des groupes, le groupe qu'on appelle des petits, qui est situé au moyen de montagne, donc à une quarantaine de kilomètres d'ici, qui accueille une douzaine d'enfants de, je dirais, 6 à 12-13 ans. Voilà, c'est pas fixé de manière très précise. Un autre groupe de 12 enfants qui accueille des enfants de, je dirais, 13 à 17 ans, qui sont des groupes qu'on appelle, nous, l'internat traditionnel chez nous, donc avec 2 maîtresses de maison, les éducateurs, les enfants dans leur chambre, etc. Voilà, ma chambre, où des fois je joue avec mes copains, où je dors, voilà, un tapis de voiture. Je suis passionné de tracteur aussi. Moi, mon métier, c'est agriculteur. Il y a un week-end sur 2, je vais chez mon père. Là, il y a des jours où je vais chez ma mère aussi. Sinon, je suis là toute la semaine. On est dans la salle télé. On regarde la télé. On regarde des cassettes. On joue aux jeux de société sur la table. On lit des livres des fois. On fait des réunions des fois. Avec les éducs. On parle de ce qu'on peut faire pendant les jours qu'on n'a pas cours. Et la journée sont scolarisés donc à l'école. Tout ce qui est pédagogique, c'est confié à l'éducation nationale. Hors internat traditionnel, on a l'accueil en studio, qui fait aussi partie de l'internat chez nous. C'est l'apprentissage pour ensuite passer vers le 3e groupe, le groupe d'appartements en ville, où là on a 18 appartements en ville, où les gamins sont chez eux, vivent chez eux, et soit continuent d'être en apprentissage, soit scolarisés, et toujours suivis par les équipes d'éducateurs. Alors l'objectif, c'est d'arriver à les faire sortir de l'institution avec les outils pour se débrouiller seuls. Il y a un gros travail qui se fait avec les familles. L'objectif est vraiment de rapprocher l'enfant de sa famille le plus possible. Alors pour ça, on a des outils comme des placements séquentiels, c'est-à-dire que l'enfant peut repartir dans sa famille 1 journée, 2 journées, 3 journées par semaine. On fait ça très progressivement. Tout ça se fait avec l'accord de la justice, avec l'accord de l'aide sociale, quand c'est l'aide sociale qui est concernée, et surtout avec l'accord des familles. Il faut que la famille et l'enfant soient d'accord, sinon ça ne peut pas fonctionner. Alors, on a aussi un autre service où on va accompagner les éducateurs qui vont à domicile, qui suivent l'enfant à domicile, et qui vont permettre d'éviter le placement du gamin. On sait que l'internat n'a pas que des qualités, donc c'est mieux quand on peut l'éviter, c'est sûr. Hein, voilà. Et on est en train de développer un nouveau service qui va ouvrir ses portes très bientôt. On va accueillir des mamans mineures avec enfants. Ici, c'est une maison d'accueil spécialisée. Celle-ci a été créée au départ pour recevoir un public de jeunes handicapés sourds-aveugles. Donc devenus adultes, les gens qui ont quitté les IME, les instituts médico-éducatifs ou d'autres centres de ce type, et qui sont dans un état de dépendance tel qu'ils ont besoin d'un accompagnement au quotidien. Et c'est la première maison d'accueil spécialisée pour sourds-aveugles qui a été ouverte en France. Le champ a été ouvert à d'autres types de handicaps. Et en fait, le polyhandicap classique tel qu'on le trouve dans d'autres maisons d'accueil spécialisées. La prise en charge des personnes ici s'articule sur le plan légal et dans la réalité des faits autour de la notion de projet pluridisciplinaire personnalisé.
La prise en charge n'est pas une addition de on met un peu d'accompagnement à la toilette, un peu d'habillage, un peu d'activité, un peu de psychomotricité ou un peu de je ne sais pas quoi. Le niveau de dépendance ici est tel que bien entendu le projet personnalité se constitue avec le résident mais aussi beaucoup avec l'équipe qui l'observe, qui évalue ses capacités et qui voit dans quel sens on peut essayer de tirer le résident de façon à ce qu'il progresse ou tout au moins qu'il se sente bien, quoi. Ouais. Ouais. Et puis les médicaments pour la parmia, ça qu'il a mal au ventre. Je m'appelle André-Lise, j'habite au Bervier, chez mes parents, et je viens par métro. Et je vais vous présenter mon ESAT. Ici, vous êtes dans mon atelier, à la blanchisserie. Le propre, il est là, on ressort et on les met dans les chariots comme ça. Vous êtes ici à l'ESAT, les ateliers de GEMAP, établissement qui fait partie de l'entraide universitaire depuis 1970 à sa création. Actuellement, on accueille 132 travailleurs en situation de handicap, type d'handicap aussi bien déficience que maladie mentale. Les accueille ici, on leur propose des activités professionnelles. Voilà, on met sur le pantalon l'étiquette, hop. Nous sommes à la pause ici. Quand les ouvriers viennent pour 10 heures, juste à 10h15, je présente Elsa, elle vient dans un foyer de Barbanais, elle travaille en cuisine. Et c'est là qu'il y a les gens qui viennent manger, entre midi et 1h. Voilà. Juste derrière moi, c'est la cuisine centrale. Une particularité qu'on a, c'est que dans la partie restauration, on a deux partenariats. Un en interne qui est fait en collaboration avec une société externe qui s'appelle Elior. Et nous, on met à disposition et les locaux et une douzaine de travailleurs avec un moniteur pour réaliser ce travail. Plus ou moins 1600 repas tous les jours en liaison froide, qui sont livrés dans d'autres établissements de l'association, mais aussi chez d'autres clients, mais qui restent quand même dans le cercle du social. En plus de ça, une deuxième collaboration qu'on a avec la société Happy Restauration, où là on réalise les repas pour le jour même. On prépare le matin ce qu'on va servir aux clients à midi quand ils viennent manger. Le matin, de 8h à 10h, je fais les entrées ici. Ces entrées, c'est moi qui les fais pour les clients de les matins. Ils sont en contact direct avec les clients. C'est très valorisant pour les personnes de se trouver en milieu ordinaire. Les entreprises qui nous accueillent, ils sont très satisfaits du travail qu'ils fournissent les travailleurs qu'on met à leur disposition. Ils sont très volontaires, très motivés. Ils accueillent spontanément les gens, en toute simplicité. Et même leurs petites maladresses sont vite excusées par les clients, il n'y a pas de souci. Non, ils sont vraiment très agréables. Voilà, je vous ai présenté mon ESAT. J'espère qu'il vous a plu. Le SAMET est le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Il est porté par l'entraide universitaire depuis une quinzaine d'années. C'est un service destiné aux salariés parisiens qui sont en arrêt de travail ou en poste, bénéficiaires de la loi de 2005 ou en cours de reconnaissance et qui ont des difficultés pour tenir leur poste de travail. On a plusieurs missions, ça va de l'information sur ce que c'est que le maintien, sur quels sont les outils, quel appui la personne peut avoir, comment on monte les dossiers. Rien que d'être reconnu travailleur handicapé, ce n'est pas une démarche facile pour certaines personnes. On va aider l'entreprise, le salarié, le médecin et d'autres partenaires qui peuvent collaborer à essayer de trouver la solution. Donc j'ai bénéficié des subventions de la GFIP pour l'aide à la mobilité. Et après, on a fait une demande de subvention pour l'aménagement et l'achat d'un véhicule. L'intérêt de tous ces aménagements, pour que je sois le plus indépendant. Mais en général,
je rentre, je pose mes affaires. Je prends un petit café quand j'ai le temps, je ne suis pas trop rentrée tard. Après, je vais dans la salle, dans la grande salle aux deux et on attend que le cuisinier apporte notre dîner ou alors on va le chercher, ça dépend. On papote à table, on mange ensemble, on parle de la journée, un peu toutes les conversations qu'on pourrait avoir avec nos parents, nos frères, sœurs. Bonjour. Est-ce que tu as des nouvelles de Louise et Christian? Je vais aller les voir là. Je vais chez Louise et Christian, ils m'attendent pour dîner. Bonjour Louise, bonjour Christian. Mais ça, il faut faire dans le vrai four, pas dans le micro-ondes. Sinon la pâte, elle ne cuit pas. Ouais. On était au foyer avant. Avant, on a été dans les étages avant. Et après, j'ai été à la Parse. On est deux, moi et Christian. Nous, c'est calme ici. C'est calme, on fait le ménage, on fait le repas, on fait le linge, on regarde un peu la télé, on fait les courses. La journée, on travaille un peu. Écoutez, bonne vie, longue vie à l'entraide. 60 ans, c'est quand même un moment important. Et je pense tant qu'il y aura des militants actifs, tant qu'il y aura ces personnes qui vraiment se donnent du temps, du dévouement, je pense que l'entraide, comme d'autres, continueront à remplir leur mission d'intérêt général et d'utilité sociale. Donc longue vie à l'entraide universitaire et à ceux qui seront amenés progressivement à nous succéder.